Bonjour, merci de nous rejoindre sur cette session, expérience du service liée l'offre et la demande pour les services de vaccination. Je m'appelle Kate Bagshaw, je suis responsable de technique à JSI et je suis Francine Ganter-Restrepo, je travaille sur la demande et les sciences du comportement à l'OMS. Voilà, nous allons commencer à expliquer ce terme demande. C'est un terme que vous avez entendu qui a eu beaucoup d'attention récemment, en particulier dans l'agenda de la vaccination 2030. C'est un concept qui est récurrent, pas seulement une priorité stratégique, mais aussi c'est intégré dans les principes de base et les autres priorités. Cette présentation, nous allons voir en détail ce que signifie demande et ce que ça veut dire pour vous, ce public. Alors, qu'est-ce que c'est la demande? De quoi on parle quand on parle de demande? Nous ne parlons pas de demande dans le sens économique classique avec l'offre et la demande. Nous parlons de demande de services d'immunisation, de vaccination. On a différencié avec un D majuscule. La demande de vaccination sont des individus qui comprennent la valeur du vaccin et qui demandent et soutiennent la vaccination en tant que droit et responsabilité. Cela intègre les interactions entre les personnes, les structures, les systèmes, y compris la fourniture et les dynamiques des systèmes. La demande est complexe et elle dépend du contexte. Elle est façonnée par des facteurs sociaux, structurels et environnementaux. Quels sont les facteurs qui façonnent la demande? Et un groupe de travail a travaillé dessus, le BESD, a déterminé 4 domaines clés qui façonnent la demande et l'adoption. Ce que les gens pensent par rapport à la vaccination, les processus sociaux qui façonnent la vaccination et le comportement de santé, la motivation d'être vacciné et tous les facteurs pratiques. Dans ces domaines, vous pouvez voir des suggestions de ce que ça pourrait contenir. Dans les facteurs pratiques, ce que nous allons parler de cela, nous avons l'exemple de l'accessibilité financière et pratique et la qualité du service. Explorons cela de plus en détail en utilisant des cadres séparés et complémentaires. Le parcours UNICEF du soignant est une autre manière de regarder ce qui façonne la demande. Ce parcours intègre les mêmes éléments que le cadre BESD, mais avec des personnes du monde réel. Et cela montre les différents stades et les obstacles que la personne devra surmonter dans leur parcours vers la vaccination, en commençant par savoir quand avoir des vaccins, où les prendre, vouloir se faire vacciner, et toutes les barrières logistiques, la permission de l'employeur ou des membres du ménage, organiser le voyage ou le garde des enfants et les implications de coûts. Cela inclut également ce qui se produit quand on arrive à la clinique et quand vous quittez la clinique. Le suivi de la clinique pour s'assurer que les personnes reviennent pour le vaccin suivant. Cela montre que la motivation est un facteur critique pour tout le parcours. Elle doit être présente à tout moment si vous voulez faire tout le programme de vaccin. Ce cadre illustre l'impact de chaque parcours de vaccination aura sur le suivant. L'aidant doit faire ce parcours plusieurs fois pour être complètement vacciné. Chaque parcours est une expérience qui a un impact sur la vaccination et le travail des soignants. Si on regarde une approche pendant toute la vie, le parcours a une plus grande signification. Les expériences dans l'enfance ont un impact sur les décisions de vaccination ultérieurement. Une expérience positive peut entraîner une pensée positive par rapport à la vaccination et l'interaction avec le système de santé et encouragera un engagement ultérieur. Alors qu'une expérience négative peut augmenter le risque d'échappement et d'impacter comment les individus choisissent d'interagir ou pas avec les systèmes de santé. Donc c'est important que ce parcours soit bien géré si on veut avoir une couverture parfaite et une couverture santé universelle. Comment est-ce qu'on peut soigner ces expériences? Quelles sont les composantes que nous devons bien faire et quel est le travail qui doit se produire en coulisses pour avoir une expérience de service positive? Je vais passer la parole à ma collègue Kate qui va vous parler de cela. Merci Francine. Donc, comme Francine l'a souligné, nous avons
peu près le cadre BESD et le parcours UNICEF du soignant ou de l'aidant, que ce n'est pas seulement une interaction entre le client et le professionnel de santé. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent affecter l'expérience de service et façonner le parcours. La figure illustre les composants et leviers clés du système de santé du niveau national au niveau communautaire qui peuvent influencer l'expérience des services de vaccination. Dans le cadre du euh, travail du BESD, ces expériences ont été identifiées avec des entretiens et avec des exercices dans 4 pays qui ont essayé d'informer une nouvelle direction avec une expérience de service de vaccination centrée sur les personnes. Chaque expérience intègre des politiques, des lignes directrices par rapport à la délivrance de services de vaccination et le soutien à la mise en œuvre de cela. Un élément clé pour une expérience positive est l'autonomisation des personnels de santé à travers une formation, une supervision ou des bonnes pratiques communautaires pour délivrer un soin de qualité et travailler avec les communautés pour la vaccination. Ce qui est important, c'est comment les sessions d'immunisation fixes et mobiles sont organisées, quelle fréquence et comment la vaccination est faite en environnement rural, urbain, dans des centres privés ou publics et les services associés. Le, la propreté peut affecter l'expérience en tant qu'aidant. Et les services sont influencés euh, dans, par la manière dont les personnes sont engagées et comment leurs besoins sont partagés et intégrés dans la prise de décision. Enfin, une composante clé est de comprendre comment les aidants et les personnels de santé interprètent les expériences qu'ils ont. Toutes ces composantes doivent être prises en compte quand on regarde comment créer une expérience de service de vaccination centrée sur les personnes. La question, c'est comment est-ce que ça se relie à PEV. Si vous pouvez voir les racines, sont les ressources et la logistique. L'expérience dépend de la capacité de fournir des vaccins et des produits. Comme une personne l'a mentionné pendant l'entretien, toutes ces composantes de service n'ont du sens que si des vaccins et une chaîne du froid fonctionnelle fonctionnent. Cela peut entraîner une expérience de service négative si on n'a pas tout ça et une diminution de la demande. Ce client peut ne pas revenir pour le prochain vaccin. L'offre est importante pour la demande. Pourquoi est-ce que la demande doit avoir de l'importance pour vous? Pour voir cela, alors regardons comment l'expérience façonne le comportement. Cette diapositive, comme pour le parcours de l'aidant, c'est important de penser au parcours du professionnel de santé par rapport à l'expérience du service de vaccination. Donc ça, c'est un dé dans la vie de Anissa, qui est responsable de vaccination du lundi au vendredi dans un site qui n'a pas assez de personnel. En plus, il y a beaucoup de choses qui se produisent dans sa journée, mais elle est aussi une mère et elle a des responsabilités de mère de famille. Toutes ces responsabilités influencent comment Anissa est engagée avec les clients et comment tous les deux expérimentent l'expérience du parcours de soins. Je voudrais parler de deux parties du parcours de Anissa, le réfrigérateur cassé et l'hôpital du district. Donc, cela peut avoir des effets sur la demande, pas seulement sur son propre parcours. Comme vous pouvez le voir, le centre de santé de Anissa a un réfrigérateur cassé. Donc, chaque jour, avant d'aller à son site, elle doit aller à l'hôpital de district pour prendre les vaccins dont elle a besoin. Parfois, elle peut arriver en retard à son centre de santé parce qu'elle a attendu plus longtemps à l'hôpital du district pour les vaccins ou elle est bloquée dans les embouteillages. Et à la fin de la journée, comme elle n'a pas d'option de stockage sûr à son centre de santé, elle doit ramener les vaccins à son hôpital. Cela entraîne un risque pour la chaîne du froid. En plus, quand elle sous-estime le nombre de vaccins requis ou que plus de personnes arrivent, elle peut leur dire de revenir parce que, et comme c'est du lundi au vendredi, elle doit faire ce parcours 4 fois par jour, 4 fois par semaine. Et à chaque fois que Anissa est en retard ou qui est renvoyé sans être vacciné, cela peut affecter l'expérience
du client et la demande pour la vaccination peut être affectée et diminuée. Et cela peut affecter l'équité et la couverture de vaccination dans son domaine. Je voudrais parler de la diapositive suivante qui montre ce qui se passe avec Anissa et l'impact de ça sur cette jeune mère, Ina. Ici, c'est le parcours de Ina pour les vaccinations en tant qu'aidante. En haut à gauche, elle est dans sa communauté, son voisin l'encourage à emmener son fils pour le faire vacciner à la clinique du district. Elle demande l'autorisation de son mari pour prendre un jour de congé de son boulot pour emmener son fils à la vaccination. Il est d'accord. Là, elle habite trop loin pour marcher et donc elle doit avoir assez d'argent pour acheter un aller-retour en bus. Et comme on le voit, en arrivant à la clinique, elle attend pendant 3 heures et euh, l'infirmière de la clinique vient la voir avec la mauvaise nouvelle, ils n'ont plus de vaccin. Et donc, elle lui dit qu'elle doit revenir dans 2 semaines quand ils auront d'autres vaccins. Donc, quand Ina retourne à la maison, son mari est en colère, le bus est en retard, elle est en retard avec son fils, il n'a pas reçu la vaccination. Ils ont dépensé de l'argent pour le bus, ils n'ont pas été vaccinés, elle n'a pas pu gagner de l'argent parce qu'elle n'était pas au travail ce jour-là. Et donc, l'expérience d'Ina peut faire qu'elle ne va pas revenir à la clinique. Si on regarde la diapositive suivante, on peut voir ce qu'une expérience positive pour Ina pourrait avoir ressemblé. Dans ce parcours, nous voyons qu'Ina arrive à la clinique, qu'elle est, on l'accueille avec une infirmière gentille. L'infirmière lui montre comment tenir le bébé pendant la vaccination, lui explique les bénéfices de la vaccination et lui dit quand on veut revenir pour la prochaine vaccination. Quand elle revient à la maison, elle est heureuse, son mari aussi, le bébé est vacciné, elle parle de la prochaine session et se met d'accord sur l'importance de participer. Et Ina va certainement revenir à la clinique. Si on revient à Anissa en tant que professionnel de santé, nous pouvons voir comment des mesures simples peuvent entraîner des expériences plus positives par rapport à Ina et son fils et aussi Anissa, la professionnelle de santé. Et donc, Anissa ne doit pas aller à l'hôpital 4 fois par semaine si elle a un réfrigérateur qui fonctionne. Elle sera à l'heure, ça veut dire qu'elle peut mieux gérer les flux de patients. Elle aura plus de temps avec les clients pour expliquer les bénéfices de vaccins et répondre à des questions qui peuvent apparaître lors de la session. Et bien sûr, le fils est vacciné. Donc, on peut voir comment les défis rencontrés par Anissa impactent l'expérience de Ina pour la vaccination et l'engagement par rapport à la clinique. Donc, ce sont les deux faces d'une même pièce, la délivrance de services et la réception de services. Si on va de l'avant, on veut répéter qu'il n'y a pas aucun élément de l'expérience de service qui est isolé. Chaque composante est liée à l'autre. Chaque décision impacte le parcours qui est délivré, l'expérience du soin. C'est pour cela que nous devons mettre un accent important sur des services de qualité avec la planification des ressources et les connexions nécessaires entre les prestataires et ceux qui fournissent des services. Quand on tient bien compte des besoins des utilisateurs, on a un cercle vertueux qui peut permettre une meilleure santé en gérant l'interdépendance entre la la demande ou la délivrance de services et l'expérience de service. Comment est-ce qu'on peut mieux construire ces liens pour renforcer le cercle? Comment est-ce que la demande peut mieux servir l'offre? Et je vais laisser la parole à Francine qui va parler de cela. Oui, merci Kate pour cette présentation. Pour répondre à ta question, comment est-ce que la demande peut mieux servir l'offre? Nous allons répondre à cette question en parlant d'un autre exemple. Nous allons explorer l'étude de cas de Shela Berokshire en Éthiopie. C'est un grand centre de santé dans un centre de population de 400 personnes. Shela Berokshire utilisait un système du haut vers le bas avec du personnel exclusivement qui offre des services de santé, y compris la vaccination. Il y avait des objectifs basés sur les performances de l'année dernière et d'utiliser des données d'il y a 15 ans pour des recensements de personnes. Et les enfants n'étaient pas vaccinés à cause de ces données de mauvaise qualité et ces ressources inadéquates. En 2017, Sheila Barakchi était parmi les centres de santé en Éthiopie à initier
Une stratégie REDQI, ça veut dire atteindre tous les districts en utilisant des initiatives d'amélioration de leur qualité soutenues par GSI. La stratégie offre une approche du bas vers le haut pour offrir des outils REDQI pour euh, engager des acteurs non traditionnels comme les leaders locaux, les groupes sociaux et les autres membres influenceurs de la communauté. Chez la Baroque a pu avoir plus d'informations dans la planification. Les communautés connaissent leur localité mieux que personne. En sélectionnant les meilleurs sites pour le service de vaccination, aux leaders locaux qui savent connaissent leurs personnes avec précision importante. Et les leaders de communauté ont compté les enfants qui ont donné des données de base vérifiables sur la population cible. C'était une amélioration importante par rapport aux données de recensement d'il y a 15 ans. Cela a révélé que le centre de santé n'offrait pas assez de services d'outreach pour chaque enfant. Et la décision a été décidé de prendre des nouvelles activités de routine, de vaccination de routine avec ce nouveau plan. La conclusion a été un nouveau plan développé avec la connaissance locale d'une manière concrète que je viens d'expliquer. Et cette nouvelle approche a entraîné des résultats tangibles pour le centre de santé. Avec plus de financement, le microplan est devenu l'outil pour des ressources critiques et cela a entraîné une augmentation du financement de 21% avec des bons résultats pour la demande, avec plus de nouveaux sites d'outreach, des sessions d'immunisation mensuelles qui ont été ajoutées et des sessions d'outreach organisées. Cette diapositive montre les chiffres atteints par chez Laboratory et les résultats qu'on pourrait avoir à l'avenir. L'engagement de la communauté dans le micro-planification permet d'avoir de meilleurs résultats, quelque chose qui n'a pas été fait en Éthiopie, mais il y a la possibilité de le faire. Utiliser les prévisions basées sur la consommation et les chiffres de la micro-planification avec les estimations de la communauté pour influencer les estimations de l'offre sont des ressources nécessaires. Imaginez ce que ça pourrait faire si on influençait les décisions grâce à cela. Pour revenir à ta question, comment est-ce que la demande et les processus de planification, les indicateurs mieux soutiennent les décisions liées à l'offre? Comment est-ce que nous pouvons mieux nous servir les uns les autres en reconnaître que cette interdépendance et ce renforcement du cercle vertueux? Nous avons discuté dans cette présentation comment la demande est variable et dépend de beaucoup de choses. Nous devons mesurer ce facteur, les euh, facteurs sociaux et comportementaux de la demande pour mieux les comprendre et façonner la demande et l'adoption des vaccins. Les décisions par rapport à l'offre sont liées aux centres de santé qui sont basés sur les populations cibles et ce qui est disponible au niveau du district. Cependant, la surveillance et se baser sur l'expérience nous permettent de mieux planifier ces besoins en stock. Nous voyons également comment la cartographie des communautés et les exercices de cartographie par la communauté, comme ça a été fait à Shela Barachi, permettent d'identifier une population cible plus précise et d'identifier des approches de délivrance qui répondent mieux aux besoins des communautés. Souvent, ces données ne sont pas officielles et ne sont pas utilisées pour les calculs officiels. Et ce sont des données qui ne sont pas intégrées dans des processus de décision plus élevés. Et souvent, on a un fossé par rapport aux informations utiles qui sont sous-utilisées. L'étape suivante pour la participation de la communauté, comme je l'ai dit dans ma dernière diapositive, dans la microplanification serait d'incorporer les résultats de microplanification à tous les niveaux du centre de santé. Et l'intégration de ces données peut donner des estimations plus précises dans l'ensemble du district. Une autre intervention que nous utilisons beaucoup dans notre travail sur la demande, c'est l'engagement et la participation des communautés. Et nous voyons comment l'engagement et la participation des communautés dans la planification des services de vaccination peut établir la confiance avec les communautés et dans le système de santé. Et avec les communautés, nous pouvons
adapter les programmes aux besoins locaux. Cela entraîne des services plus résilients et on commence à voir l'importance de cela maintenant. Engager les communautés dans la planification au niveau de l'offre peut permettre une meilleure fourniture de stock sans sous-estimer ou surestimer le besoin de stockage pour s'assurer que tous les enfants sont atteints et qu'on minimise les gaspillages. Enfin, je voudrais souligner que accepter ce lien entre l'offre et la demande est un saut en avant. Un pas en avant peut être plus facile que vous le pensez. Les composantes clés doivent inclure l'engagement actif et intentionnel avec différentes parties prenantes, y compris les personnes qui doivent se faire vacciner et les services de santé centraux. Une autre composante est d'utiliser un outil commun comme le microplan ou un autre document bref qui souligne les trois choses essentielles, les priorités clés d'amélioration de l'expérience, les cibles et les responsabilités. Et ce document devrait être utilisé pour s'assurer que chaque site qui fournit et accueille des gens avec l'offre et la demande se tiennent mutuellement pour responsables d'atteindre ces objectifs et suivre les livrables clés. Voilà, je voudrais vous remercier pour votre attention. Nous apprécions votre intérêt dans ce thème et n'hésitez pas à aller sur le site web Demand Hub qui est indiqué à l'écran et contacter soit moi-même, soit Kate si vous avez des questions à poser ou vous voulez des informations complémentaires par rapport à cette session. Merci beaucoup.